Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et ce soir nous recevons Elanziz Amidou, secrétaire départemental du FO. Bonsoir Elanziz Amidou. Bonsoir. Et Siaka Ali, délégué syndical FO Transport. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, voici les titres. À la une du journal, la CESE s'inquiète sur la jeunesse de l'outre-mer avec la montée de la délinquance et l'augmentation du chômage. Alors, pour savoir ce qu'il en est à Mayotte, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs jeunes Mahorais. Portrait dans ce journal. La Fédération nationale FO Transport apporte son soutien à la fédération locale dans l'affaire d'agression d'un chauffeur de bus scolaire. Un soutien de taille à quelques jours du mouvement de grève des employés Matisse. Enfin, le collectif de défense des Oranges de l'île Mzamboro est en colère. Pour dénoncer des vols en série, ses membres organisent une manifestation citoyenne demain. Les détails dans ce journal. Trois jours après l'agression d'un chauffeur à l'arme blanche, la délégation locale FO Transport a reçu un appui de taille. Dans un communiqué envoyé ce matin, le syndicat national apporte son soutien à tous les salariés du transport à Mayotte, ainsi qu'à leur grève de lundi prochain. Le mouvement prend donc de l'ampleur. Ce soir, les représentants syndicaux des chauffeurs, la direction de Matisse et les autorités locales sont encore réunis pour continuer les négociations. Reportage Camille Leca. La détresse des chauffeurs de bus scolaires mahorais résonne aujourd'hui jusqu'en métropole. Le secrétaire général de FO Transport, Patrice Clos, leur a apporté son soutien ce matin et il indique même qu'il est prêt à saisir les ministères concernés. Un soutien de taille, mais qui est normal pour le représentant du syndicat au niveau local. Il est bien normal que la fédération nous soutienne par rapport à notre action menée ici à Mayotte. Aujourd'hui, une réunion de crise entre les représentants syndicaux, la direction de Matisse et des membres du Conseil général s'est tenue en urgence à la direction de la logistique et des moyens à Kaweni. Les négociations sont donc encore ouvertes, mais si les parties s'accordent sur certains points, des solutions concrètes ne sont toujours pas trouvées. Aujourd'hui, par rapport à la sécurité, au moins je suppose qu'on a pu avoir une issue de convergence. Mais reste sur le plan social et plan sécuritaire au niveau interne, au niveau de la condition du travail des salariés, qui reste à une discussion avec les autorités. On a aussi appris aujourd'hui que l'auteur présumé du coup de couteau avait été placé en garde à vue mardi soir. Il a été déféré au parquet hier matin pour une mise en examen. Il serait aujourd'hui entre les mains de la protection judiciaire de la jeunesse. Monsieur Elanziz Amidou et Monsieur Siaka Ali, vous venez tout juste de sortir de cette réunion de négociation. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est-on avec ces négociations ? Écoutez, depuis hier, les négociations ont commencé. On a été reçus hier par le directeur de cabinet de la préfecture. Et il y avait aussi les forces de l'ordre, le colonel de gendarmerie, le commandant et le commissaire. Et donc, à mon sens, je pense que tous les partenaires sont mobilisés pour trouver une solution quant à cette situation d'insécurité au niveau des transports. Donc hier, on nous a écoutés et l'État s'est engagé à continuer son soutien au transport scolaire et apporter son concours au cas où le besoin se ferait ressentir. Donc nous, en mon sens, je pense que la réponse pénale qui a été apportée est assez proportionnée pour prouver que quand même cette situation elle est très alarmante et que les pouvoirs publics essayent de donner des réponses, mais encore faudrait-il que par la suite il y ait un suivi pédagogique, qu'on puisse ne pas revoir de tels comportements, surtout de la part du principal prévenu. Monsieur Siaka Ali, vous êtes d'accord avec toutes les solutions que les autorités justement préconisent ? Alors, au moment où on parle,
nous avons des points de divergence que nous, on souhaite avoir plus de garanties au niveau du transport, surtout les salariés, parce qu'aujourd'hui, par rapport à la situation, on ne peut pas accepter à tout moment être agressé. Ensuite, on dit, bon, les répressions, aujourd'hui, ensuite, il y a les répressions, on l'attend, mais est-ce que c'est une solution? Mais aujourd'hui, il y a les salariés attendent beaucoup plus, parce que ce n'est pas une première fois, ni deuxième fois, mais c'est quasi quotidienne. Donc, pour nous, il faut aller au-delà et je lui dis que c'est l'État qui doit de prendre le flambeau, parce que c'est son devoir de le faire. Au-delà de ce qu'il préconise, justement, quels ont été les points de désaccord? Est-ce qu'il y a eu des points de désaccord pendant cette négociation? Écoutez, les points de désaccord, il y en a et il y en aura. Mais je pense qu'il faut une volonté de s'en sortir. Parce que ce problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un problème qui a existé dans le temps et qui n'a pas trouvé de solution. Donc, les consciences se sont éveillées et tout le monde a pris la mesure de l'urgence. Aujourd'hui, les négociations ont continué. Il y a beaucoup de sujets de blocage qui ont eu un début de dénouement. Mais ce n'est pas pour autant que je peux affirmer aujourd'hui qu'on est d'accord sur tout. Donc demain, les négociations vont continuer et j'espère que l'employeur pourra concéder quant à ces points que lui-même porte le blocage. Parce qu'au niveau salarié, syndicat de salariés, nous, on a concédé pas mal de points. On a fait des concessions. Donc je pense que le blocage actuel, c'est côté employeur. Et donc là, j'en appelle à la responsabilité de l'employeur. Nous avons tous un devoir de responsabilité sociale. Donc je pense que cet appel-là, l'employeur le recevra favorablement et que demain, on puisse finaliser un accord qui soit profitable pour les deux parties. Parce que là, à mon sens, quand il y a un accord, c'est un accord qui est bilatéral. C'est des concessions de part et d'autre. Donc moi, je ne veux pas avoir le sentiment qu'il n'y a que les salariés qui font des concessions, mais l'employeur se cantonne pour dire que voilà, il y a des comptes, il y a des risques financiers, tout ça. Moi, je ne suis pas là pour faire des comptes d'apothicaire. Il va falloir qu'on ne mette pas de prix quant à la sécurité des personnes. Les conducteurs sont dans une totale insécurité. Ils risquent leur vie à chaque fois qu'ils démarrent le grand bus. Donc aujourd'hui, moi, j'en appelle à cette responsabilité-là. Qu'on ne puisse plus nous parler de comptes d'apothicaire, qu'on ne puisse plus nous parler qu'il y a des risques financiers. C'est minime par rapport à la santé, par rapport aux conditions très dures que rencontrent aujourd'hui nos conducteurs qui sont sur le terrain et sur le réseau de Matisse. Et donc aujourd'hui, vous avez totalement l'appui du Conseil général? On a l'appui de tout le monde, comme je vous ai dit. On a l'appui de l'État, du Conseil général et tout ça. Mais au-delà de ces appuis-là, nous, on veut des gestes concrets. Donc, il va falloir que les partenaires qu'on a en face s'engagent par écrit. Et on souhaite que demain, ça puisse se finaliser par un écrit et que ça ne reste pas par des vœux pieux. Et justement, vous avez prévu de manifester le 23 février prochain. Est-ce que cette grève est actuellement maintenue? Je ne souhaite pas confirmer ou affirmer. C'est à l'issue de demain par rapport à la situation. Si le plus bloquant, l'employeur prend acte sur ce point bloquant, pour nous, à quoi bon d'appeler à la grève? C'est pas ça le but.
Le but, on l'a lancé un préavis, on est en phase de négociation, on attend, on est en discussion, mais il y a des points de divergence et on souhaite que ce point de divergence-là, que ça soit réglé rapidement. Si demain il n'y a plus le jour, on n'a plus le temps de discuter. Demain c'est vendredi, donc en sortant de vendredi. Et justement, parlons de cette manifestation. Qui y est convié? Écoutez, qui est convié, c'est le personnel de Matisse, hein, qui va se mettre en grève. Donc vous savez, quand il y a une grève, en général, c'est un constat d'échec des partenaires sociaux. Moi, je ne souhaite pas que les partenaires sociaux soient dans cet échec-là. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire qu'il y aura grève le 23. Je suis là pour dire qu'il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et ce blocage-là, en mon sens, s'il y a blocage demain, ce sera un blocage initié par l'employeur et non pas par les salariés. Eh bien justement, en parlant de cette manifestation, le syndicat national vous apporte aussi son soutien. Est-ce que cette manifestation ou même cette affaire prend une ampleur nationale? Alors, je vous dis, nous sommes FO Transport, qui a lancé le préavis. Donc, nous sommes organisation syndicale bien structurée. Nous sommes confédérés et fédérés. Donc, nos cartes, ça se prie au niveau national à la fédération. Il est bien normal que la fédération apporte son soutien total parce que nous sommes tous dans le même fédé. Donc transport, FO Transport aujourd'hui, on est lié, affilié à la fédération nationale. Donc aujourd'hui nous sommes dans la République, donc on ne traite pas les uns contre les autres. Nous sommes dans le même rang, donc la fédération, s'il apporte notre soutien, c'est une bonne chose et c'est une première au niveau du transport à Mayotte. J'avais posé la question à M. Nicolas Ripert, directeur de l'entreprise Matisse. Est-ce qu'aujourd'hui les chauffeurs se sentent pas assez protégés? Oui, assez protégés. Je dirais pas. Je dis que les protections, il y a plusieurs panels de protection. Mais sur le plan sécuritaire, malgré tout, les débrayages qu'on fait tout le temps, quotidiennement, et récemment on l'a fait, mais aujourd'hui, il est passé de d'autres vitesses, à grand V, donc poignarder un coup de couteau au mollet d'un conducteur, là ce n'est plus, je ne peux pas dire que c'est une protection. Là, il y a plus de protection. D'autres protections, on peut en parler. Mais aujourd'hui, sur le cas précis, il n'y a pas de protection parce que on se sent frustré. Les chauffeurs ne veulent plus reprendre le service tant qu'il n'y ait pas de garantie à proposer pérennement par rapport à cette situation. Et justement, dans cette urgence qui est liée à cette affaire, est-ce que les mesures sécuritaires sont plus nécessaires que l'accompagnement de ces jeunes, Monsieur Elaziz Amidou? Écoutez, hier, je l'ai proposé aux représentants de l'État. Je leur ai dit que la réponse pénale, c'est bien. Parce qu'il faut à un moment donné punir. Mais il faut prendre le problème en amont. C'est que ces enfants-là, souvent, ne sont pas encadrés par les parents. Il y a initialement un problème qui est un problème social. Donc ce problème-là, quand on veut le résoudre, je pense qu'il va falloir mettre les moyens en éducateurs, en structures spécialisées pour l'accueil de mineurs délinquants. Il faut des moyens financiers, il faut construire ces structures-là. Il faut un budget qui soit à la hauteur. Est-ce que c'est le cas pour Mayotte? Je pense que non. Rien n'est prévu pour ce chapitre-là à Mayotte. Donc ça, je trouve ça quand même désolant qu'on ait un département comme Mayotte
où c'est quasiment sinistré dans cette thématique-là, et on ne prévoit rien du tout pour apporter ou soulager un peu cette population-là. La justice, elle est là. Je pense qu'elle fait son boulot. Les enfants sont déférés devant la justice. Ils sont placés en PJJ. Oui. Mais après, quand on va relâcher cet enfant-là, est-ce qu'il aura compris cette réponse pénale? Je pense que non. Parce que cet enfant-là, il faut prendre du temps pour l'expliquer ce que c'est la société, comment il faut se comporter. Il faut éduquer ces enfants-là. C'est souvent des enfants qui n'ont pas de famille, au sens large du terme, c'est-à-dire avoir un papa, une maman ou des parents proches, des grands-pères et tout ça. Ils n'ont pas tout ça. C'est souvent des enfants isolés qui, des fois même, ils ne sont même pas scolarisés. Et ils sont en train de semer le trouble devant des élèves qui, eux, ne demandent qu'une chose, d'apprendre et d'aller à l'école. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faille pas sacrifier ces enfants-là qui sont républicains et qui veulent suivre la règle. Il ne faut pas les sacrifier parce qu'il y a quelques-uns qui veulent semer le trouble. Et ces quelques-uns-là, la société, quand je dis la société, les pouvoirs publics ne s'en occupent pas. Eh bien, ce problème de sujet, on va en parler plus amplement après ce sujet. Problème de chômage, décrochage scolaire ou encore délinquance en hausse. La jeunesse ultramarine est dans une mauvaise passe. C'est en tout cas ce que constate le CESE, Conseil économique, social et environnemental. À Mayotte, certains jeunes arrivent à s'en sortir mieux que d'autres. Leurs situations sont diversifiées et ne se résument pas aux problèmes. Et leur réalité aussi. Shakila Issouf et Fred Souleymana les ont rencontrés. Gosti, jeune Maoré âgé de 26 ans, sans diplôme, se retrouve à vendre des fruits à pain sur le bord du trottoir. Un quotidien qui ressemble plus à celui de la majorité des jeunes immigrés à Mayotte. Connaissant son entourage, rien ne laissait croire qu'il en arriverait là. Il a arrêté l'école en classe de 3e alors qu'il avait toutes les chances de faire des études et d'avoir un bon métier. Mais sa vie a pris une autre tournure et aujourd'hui, difficile pour lui d'envisager un nouveau parcours professionnel. Je dois vendre, je les vends. Tout ce que je peux, je vends, je fais de business, je fais tout. Donc voilà, c'est ça ce qui se passe entre la jeunesse d'aujourd'hui, quoi. Il faut gagner. Sinon, rien à faire pendant la journée. Je regarde même monsieur le maire, monsieur le sénateur, quand il y passe, il voit très bien qu'ici il y a des problèmes. Mais lui, quand il est dans son bureau, il ne s'occupe pas, il ne cherche pas à savoir que bon voilà, dans mon quartier, il y a des jeunes qui galèrent, il y a des jeunes qui doivent avoir de boulot. D'un autre côté, Shamsidine, fils d'immigrés âgé de 23 ans, s'en sort mieux. Étudiant en 2e année en sciences de la vie à l'université de Dembéni, il réfléchit à son projet professionnel. Fort de son parcours réussi, il tient aujourd'hui à faire passer un message d'espoir aux jeunes issus de l'immigration comme lui. Ceux qui sortent de l'école très tôt, moi je leur dis honnêtement, essayez de vous dire, ça y est, maintenant on est grand, je cherche un truc à faire. Les chances sont là, il y a la mission locale, il y a je ne sais pas quoi. Essayez de vous dire que voilà, je n'ai pas besoin d'avoir un cerveau pour avoir un métier. Les préoccupations et les centres d'intérêt de ces jeunes sont différents, mais ils ont quand même quelque chose en commun. Ils sont presque tous des abusés de la politique. À quoi ça sert d'aller voter? Moi, personnellement, je connais des amis, ils ont dit, moi je vais aller là-bas, je vais faire un bulletin blanc, mais moi j'irai pas voter. Ça, c'est sûr et certain, moi j'irai pas voter parce que je vois pas, je me dis c'est une perte de temps, je préfère dormir chez moi. Le Conseil économique, social et environnemental s'inquiète de la jeunesse dans les Outre-mer. Même si les réalités sont différentes, quand on regarde les portraits de ces jeunes de Mayotte, on comprend que les difficultés sont importantes. Pour améliorer la situation, le CESE propose 5 axes: améliorer la connaissance sur la formation, les politiques éducatives et le niveau de formation des jeunes ultramarins, en évaluant prévenir les difficultés scolaires pour mieux lutter contre l'illettrisme et revaloriser la mobilité des jeunes ultramarins, pour enfin et surtout améliorer leur insertion professionnelle.
Les suites dans l'affaire Aquamai maintenant. L'association qui est menacée de cessation de paiement à cause de la perte d'une partie de ses subventions a réagi ce matin. Une réaction lancée suite au droit de réponse de la préfecture, faisant part notamment de la situation financière fragile d'Aquamai. Son président est résolu à se battre pour sauver l'aquaculture mahoraise. On l'écoute au micro de Patrick Milan tout de suite. C'est ici que Chadouli s'est fait verbaliser hier par un officier de police nationale. Sa faute, avoir marché sur la chaussée et non sur le trottoir, alors qu'il attendait un taxi. Ce matin, il est revenu sur les faits. Il y a un policier au fait qui me criait dessus parce que le gars, l'ami en question, au fait, il m'expliquait à peu près du comportement d'un policier envers lui. Donc, sauf que le policier il s'est énervé. Il m'est rentré dedans, il me dit tu dégages, tu circules, casse-toi, nous on veut pas te voir là, sinon moi déjà je peux te verbaliser parce que là tu es sur la route. Le code de la route est clair sur le sujet. Selon l'article R412-34, en ville, les piétons ont l'obligation de marcher sur les trottoirs et en leur absence, ils peuvent marcher sur le bord de la route. Et c'est ce que font la majorité des habitants de Mamoudzou, puisque les trottoirs sont quasi inexistants. Pour Chadouli, la situation est tout simplement aberrante. Je ne compte pas en rester là, je pense même aller porter plainte par rapport à cette action-là, juste pour dire qu'à Mayotte, ce n'est pas encore un endroit d'appliquer des amendes sur des passages piétons parce qu'on n'en a pas. On n'a pas assez d'endroits où ça a été aménagé pour les piétons. Aujourd'hui, le jeune homme a même adressé une lettre à la police nationale. Je viens dénoncer cette attitude indigne d'un officier de police dont la mission consiste à rétablir l'ordre lorsqu'il est perturbé. Chadouli peut donc contester l'amende et compte aussi porter plainte contre l'officier de police. Désolé pour ce petit problème technique. On va reprendre avec justement le petit reportage qu'on vous avait annoncé précédemment, mais aussi le président d'Aquamai au micro de Patrick Milan. Ce rapport au niveau de l'audit, aujourd'hui on a... Il n'y a pas de problème de gestion oui. Il n'y en a pas. Mais le problème aujourd'hui, on doit mettre une comptabilité analytique qu'on ne le faisait pas avant. Oui. Il y a des restrictions qui a été dit dessus et tout ça se met en place. Faut bien savoir que avant les associations n'avaient pas aujourd'hui cette rigoureuse comptabilité et aujourd'hui on est obligé de le faire et moi-même je l'ai demandé. Pour moi aujourd'hui j'en suis fier de cet audit aujourd'hui parce qu'il s'avérait que M. Marot n'a rien pris, n'a rien volé. Vous voyez, c'est pas une entreprise de Marot, c'est pas un héritage pour moi. C'est le bébé de Mayotte. C'est pour les Mahorais cette association qui fait qu'il y a quelqu'un aujourd'hui au sein de la préfecture. Cette personne-là, je lance un message en lui disant, à un moment donné, le boomerang va revenir. On en vient maintenant à ce nouveau fait divers dans l'éducation nationale. Dans la journée du 13 février, un professeur d'art plastique du collège de Kaweni aurait été pris à partie par un élève de 4e en plein cours après que l'enseignant lui ait demandé d'arrêter de perturber le cours. Selon la police, le professeur aurait tenté de rédiger un rapport pour alerter le chef d'établissement, mais l'élève lui aurait arraché violemment le document des mains. Il aurait ensuite attrapé par le col de la chemise, puis soulevé un tabouret. Le professeur serait blessé à la main droite. Il accuse aujourd'hui 8 jours d'ITT. L'élève, quant à lui, sera convoqué devant le juge des mineurs le 3 avril prochain. Construire sa propre maison est presque devenu une obligation à Mayotte. Un projet dont l'initiative est difficile, mais désormais réglementée. Et ces règles ne sont souvent pas respectées. Plus d'explications avec ce reportage de Camille Leca. À Mayotte, construire sa maison, c'est un peu le passage obligé. Et depuis l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme le 1er janvier 2013, les règles sont strictes. Permis de construire, garantie, déclaration préalable de travaux, autant d'obligations qui ne sont pas toujours respectées par les particuliers, selon les professionnels du bâtiment. On s'aperçoit qu'aujourd'hui Mayotte est dans le droit commun, donc que les gens devraient se conformer à ce droit.
et que d'autant plus il y a aussi la garantie décennale qui est applicable à Mayotte. Donc les particuliers doivent aussi consulter les professionnels pour pouvoir les conseiller par rapport à cette situation. Première chose quand on veut se lancer dans la construction de son logement, consultez le plan local d'urbanisme de sa commune, le PLU. Il vous permettra de savoir si la zone que vous avez choisie est constructible. Si oui, deuxième étape, demandez un permis de construire à la mairie qui transmettra le dossier à la DEAL. Sachez que pour une construction de plus de 170 m², le recours à un architecte agréé est obligatoire. Troisième étape, pour commencer les travaux, il vous faut afficher votre permis à l'entrée de votre chantier. Enfin, une attestation de conformité est indispensable une fois votre maison sortie de terre. Des démarches qui sont parfois compliquées, mais les professionnels sont là pour vous aider. On n'est pas de l'ancien temps. Il y a même des bureaux qui sont spécialisés pour les études de sol sur l'île à Mayotte. C'est quelque chose qu'il n'y en avait pas avant de construire, pour savoir exactement. Donc il y a tous les spécialistes qui sont là. Nous avons aussi des architectes qui peuvent aussi conseiller. Nous avons aussi, nous les bâtisseurs, les chefs d'entreprise, qu'on est là aussi pour conseiller et accompagner. Donc il y a aussi les banques qui sont là aussi pour accompagner et conseiller ces gens-là. Donc ce qui fait que les gens devraient se mettre en ordre. Attention, car en cas de non-respect du code de l'urbanisme, des sanctions s'appliquent. Le tribunal administratif peut ordonner la démolition de votre maison à votre charge et même vous infliger une amende ou des majorations d'impôts. Au pénal, la peine peut s'élever à 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive. Salon de l'agriculture, prise de position pour Ibrahim Aboubakar et enfin statistiques sur l'inflation à Mayotte. C'est l'heure de l'actualité en bref. Face à la tension qui règne à l'Assemblée nationale et à la mésentente au sein même de la gauche, le Premier ministre Manuel Valls avait appelé chacun à prendre ses responsabilités. Pour sa part, le député mahorais Ibrahim Aboubakar a donné sa confiance au gouvernement et soutient fermement le président de la République. Il affirme que le gouvernement et le président ont pour seule finalité de combattre le chômage et de redresser le pays. D'après un rapport de l'INSEE sur les chiffres de l'inflation publié ce matin, les prix à la consommation des biens et des services ont augmenté en moyenne de 0,9% l'année dernière. Selon l'INSEE toujours, les principaux postes qui contribuent à l'inflation sont les services et l'alimentation. Enfin, la 5e édition du Salon de l'agriculture se déroulera du 21 février au 1er mars, Port de Versailles à Paris. Une occasion pour Mayotte de mettre en avant la fleur de l'île, l'ilang-ilang. Avec 100 000 € de budget, la CAPAM, le Conseil général et le Comité du tourisme ont pu bénéficier d'un stand de 50 m² pour promouvoir toutes les vertus de cet emblème mahorais. Seulement 3 km nous séparent de cet îlot au paysage paradisiaque. Il s'agit bien de l'îlot Mtsamboro. Les producteurs d'oranges sur l'îlot sont aujourd'hui victimes de vandalisme. Et le collectif Défense des Oranges dénonce. Reportage. La présence de ces gendarmes est une habitude sur l'îlot Mtsamboro. Mais aujourd'hui, ces patrouilles ne suffisent plus. Chaque jour, les champs d'oranges sont quotidiennement pillés. Et les responsables ne sont jamais attrapés. Les producteurs sont dépassés par la situation. L'état, c'est qu'il y a des gens qui sont déposés là-bas. Ouais. Si c'est pas au quotidien... Les gens, c'est qui ? Difficilement de dire les gens, parce qu'il y a des communautés qui se déposent, autant nos voisins, autant les gens qui arrivent de l'extérieur. Dans tous les cas, ce sont des gens qui sont déposés, qui arrivent de l'extérieur. Ça peut être, ça peut être bien entendu les îles, ça peut être au-delà des îles. Reste que le problème est là, il y a des gens qui sont déposés et qui manquent de peau. Comme ils n'ont pas mangé, forcément, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous pissent ce qu'il y a dans l'îlot. Ils estiment leur perte à plusieurs tonnes de fruits. Mais ce n'est pas tout. Un autre phénomène de pillage existe sur l'îlot, celui du sable, volé et revendu à des fins de construction. On a appris qu'aussi il y a des gens qui prennent du sable, ces gens qui déposent même les gens à l'îlot, ils prennent du sable pour pouvoir s'en servir à l'autre côté. En jouant ou ailleurs. Par exemple. Voilà. Excédés, les producteurs ont décidé d'interpeller les autorités et notamment la préfecture. Ils veulent que l'îlot soit surveillé de manière plus constante par les forces de l'ordre.
Pour sensibiliser le plus grand nombre à ce phénomène, une manifestation pacifiste encadrée par la municipalité aura lieu dès demain dans la ville de Mtsamboro. Nous arrivons à la fin de ce journal. Nous sommes désolés, on n'a pas pu aborder tous les sujets sur ce point, sur cette affaire aussi. Donc on espère pouvoir vous revoir pour une prochaine édition. Écoutez, on pourra tout aborder prochainement, il n'y a pas de souci. Monsieur Siaka ? Il faut nous inviter le matinal demain. Merci. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour nous, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à la même heure. Quant aux prévisions de météo, demain, retrouvez Ornella Perrine juste après. Bonne soirée. Merci.